Mesdames et messieurs, bonjour. Téléhandicap vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tellement important que je voudrais aller directement de ce cri de douleur silencieux qui vous concerne, qui nous concerne à l'égard de ces enfants et parents qui vivent des situations difficiles. Il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Héloïse Landry et Monsieur Michel Anthony Borde, deux personnes vivant avec une déficience visuelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien? Je vais commencer tout d'abord pour vous dire, souhaiter la bienvenue à cette belle émission de Téléhandicap qui sera lancée d'ici les prochaines semaines ou la prochaine semaine, je dirais. Donc, je voudrais commencer tout d'abord avec deux personnes vivant avec un handicap visuel et je commencerai avec Madame Landry. Madame Landry, j'ai eu une petite connaissance brièvement sur votre parcours. Vous étiez enseignante quand vous aviez eu une perte de vision. À un moment donné, ou presque, vous aviez subi des conditions de travail injustes, de la discrimination et surtout un congédiement déguisé. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler? Que s'est passé-il? Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis née d'abord avec une maculopathie de naissance. Donc, j'étais une enfant handicapée très tôt. Et j'ai réussi à finir mon bac en enseignement du secondaire. Oui. Donc, j'ai fait mes stages. J'étais très contente d'accéder à la profession d'enseignante. Oui. Et malheureusement, ma rétine a décollé lorsque j'avais 40 ans. Et c'est suite justement à un contexte de violence conjugale. Et puis, comme mon employeur m'avait déjà engagée, quand ils se sont rendus compte que j'avais une canne blanche, que ma situation s'était détériorée, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont utilisé des techniques dissuasive pour que j'aie vraiment envie d'être permanente à la commission scolaire et puis au centre de service où j'étais. Et puis, donc, c'est ça. Donc, on me fait passer une entrevue d'embauche inutile parce que j'étais déjà permanente. Suite à cette entrevue-là, on a déclaré que je ne connaissais pas mon programme d'études alors que j'ai participé à l'écriture au ministère de l'Éducation 20 ans plus tôt. On a commencé à me faire vivre des conditions de travail injustes, me refuser d'avoir une stagiaire après 20 ans comme enseignante, refuser pendant la pandémie de me donner des accommodements parce que la tâche était inversée lors de la pandémie. C'était les professeurs qui se promenaient et les élèves restaient en classe à cause du virus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je leur ai dit que je ne pouvais pas me promener entre 12 locaux avec une canne blanche, un chariot, 3 étages avec la cloche, nettoyer des poignées de porte. Donc, dans l'espèce de psychose sidérante dans laquelle tout le monde était à ce moment-là, en 2020. Et puis là, ben, il a fallu que j'aille en maladie. Et moi, j'étais au sommet de ma carrière. Je considère que j'étais rendue en pleine maîtrise de toutes les fonctions psychopédagogiques que demandait l'expertise enseignante. Donc, je suis vraiment partie comme un bel oiseau en maladie longue durée. Et là, je suis en attente de procédures au tribunal administratif du travail. Mais j'étais vraiment au top pour les enfants que j'aimais. Pour offrir le meilleur de moi-même, de tout mon parcours depuis le début de ma vie. Oui. Fait que j'ai dû quitter l'enseignement. Je suis toujours à l'heure actuelle employée, mais ça fait 3 ans que je suis en invalidité. Mais vous avez eu, de fil en aiguille, une rencontre avec un ancien juge qui vous a énormément aidé
pour aller de l'avant et surtout pour défendre les personnes vivant avec un handicap comme vous. C'était quoi cette histoire? Étant donné que j'ai fait une vidéo Facebook à un moment donné, à l'époque où j'avais un profil Facebook, j'avais décidé de faire un petit vidéo où j'ai fait un coming out. Là, pendant la pandémie, j'ai expliqué un peu ce qui se passait, puis parce que les personnes handicapées ont beaucoup souffert pendant la pandémie. Il y a des accompagnateurs qui ne voulaient plus accompagner des personnes handicapées parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou parce que si, ou la distanciation sociale, puis tout ça. Donc, moi, j'étais comme outrée de tous les préjudices que je vivais sur le plan des droits humains, puis sur le plan aussi dans différents aspects personnels, sociaux et professionnels. Donc, je me suis fait connaître dans le milieu de la militance, puis j'ai eu accès à un ex-commissaire de la Commission des lésions professionnelles qui est maintenant bénévole président du comité des travailleurs accidentés de l'Estrie. Donc, moi, je travaille dans la région de Montréal, j'habite dans la région de Montréal, mais j'avais accès à cette ressource-là. Puis, il m'a expliqué tous les rouages de la loi des accidents de travail puis des maladies professionnelles, tout le contexte du harcèlement, le contexte de l'intimidation. Puis, je suis vraiment rendue en tant qu'enseignante, j'ai déposé un recours collectif en cour supérieure contre la violence systémique suite aux enseignants du Québec. Et là, ça s'est rendu en cour d'appel et maintenant, c'est en cour suprême. Mon Dieu, c'est tout un mouvement, votre vie. Oui, oui, là, c'est un peu engageant tout ça, là. Écoutez, on va retourner vers vous, mais maintenant, j'ai hâte de savoir ce qui se passe avec M. Borde pour une personne qui a une déficience visuelle, mais les lignes rouges n'existent pas dans sa vie quotidienne et surtout dans sa vie professionnelle. Parlez-nous un petit peu de vous et surtout de votre handicap, M. Borde. Oui, donc dans le fond, moi, on pourrait dire que je suis né dans le fond comme ça, donc c'est vraiment de naissance, mais c'est vraiment dû à un erreur médicale. Dans le fond, donc, je suis né en Haïti. Dans le fond, le docteur donc, a dû me mettre donc, dans un incubateur, comme je suis né prématuré. Oui. Et dans le fond, le fait qu'il m'a mis dans l'incubateur, ça fait que ma rétine a séché. Et il s'est décollé, donc tout comme mon collègue juste à côté, ma collègue, pardon. Donc, c'est arrivé la même chose. Donc, c'est arrivé par contre à la naissance parce que justement, j'étais prématuré. Donc, la rétine s'est détachée et progressivement, dans le fond, j'ai perdu ce qu'il me restait. C'était pas vraiment de la vision, c'était vraiment juste la lumière et les ombres. Donc, progressivement, j'ai perdu ça. On pourrait vraiment appeler ça vraiment de naissance. Puis le nom vraiment de la pathologie, c'est vraiment donc, de la rétinite pigmentaire, donc que j'ai également. Mais c'était vraiment plus progressif donc dès le début donc, de ma naissance. Comme vous disiez, ça s'est passé, comme je vous disais, pardon, tout ça s'est passé en Haïti, donc c'était très difficile donc, de poursuivre ou d'entreprendre quelque action légale que ce soit. Donc, on a préféré venir dans le fond au Canada, où est-ce qu'on a pu donc trouver des solutions. C'était à l'ouest, donc en Colombie-Britannique. Par contre, il y avait trop de risques, dans le fond, que je perde ce que j'avais déjà, donc ils ont préféré ne pas faire d'opération ou de pas entreprendre, dans le fond, quoi que ce soit, pour éviter de perdre ce que j'avais déjà, donc comme ce que je disais, dans le fond, donc la vue, dans le fond, au niveau donc des ombres et de la lumière. Ce qui est d'ailleurs très peu en passant, c'était pas tant que ça. Ça a graduellement baissé là, pour être à zéro là, en 2011 environ. Donc, voilà, au niveau de la vision, c'était vraiment ça. Mm-hmm. Mais ça n'a pas arrêté là-dessus. C'est que c'est sûr, c'est quasiment à la naissance avec ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de désolant, vraiment. C'est sûr, aujourd'hui, de nos jours, c'est rare de vivre une situation pareille. Et je vous comprends très bien. Mais ce que je trouve de l'autre côté de la médaille, ça, c'est la première partie qui vous a donné ce handicap visuel. Mais ça n'a pas arrêté. Et comme je disais tout à l'heure, les lignes rouges n'existaient pas dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous êtes devenu acteur, comédien et entrepreneur non-voyant. Mais imaginez-vous ces multiples
actions que vous aviez menées dans la vie durant, vous avez regardé, ça veut dire, à travers votre pensée, en quelque sorte, cette pensée est devenue le miroir de votre vie. Le miroir, exactement ça, parce que je ne m'arrête pas vraiment. Tu sais, j'ai pas de limite. Ah, désolé, je vous ai coupé, allez-y. Mais ma question maintenant, avez-vous déjà rencontré des difficultés majeures qui vous ont empêché de continuer ce dépassement dans votre multiple carrière? Au fond, comme j'ai comme vous avez dit, plusieurs chapeaux, Oui. c'est certain qu'il arrive plus souvent des choses, en fait, par exemple, au niveau de l'emploi. Euh, J'occupe aussi un emploi avec tout ça. On parle de, par exemple, discrimination au niveau salarial, pas maintenant, non, mon ancien emploi, c'est arrivé, mais on a réussi, dans le fond, à l'amiable à s'arranger. Puis finalement, c'est ce qui a fait que j'ai fait ce changement, dans le fond, donc, d'emploi que maintenant je suis rendu donc, chez Apple. Mais vraiment, quand on regarde toutes les étapes, dans le fond, par lesquelles j'ai passé, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, donc au début, on apprend des erreurs et tout, au niveau de l'employabilité, donc la discrimination salariale, mais aussi les autres aspects, tout ce qui est au niveau, dans le fond, de la télé. Ça, c'est très récent, donc j'ai pas encore eu de situation vraiment grave, on pourrait dire, parce que c'est très récent. Là, ça fait à peine 2 ans, 2, 3 ans que j'ai commencé de manière plus professionnelle, donc membre de l'Union des artistes. Mais c'est certain qu'il y a des embûches qu'on doit passer et que je travaille toujours pour soit les prévenir, mais si c'est pas possible, de trouver des solutions. C'est très, très, très important. On va revenir un petit peu à votre carrière artistique et autres. Là. Maintenant, je vais retourner vers Madame Landry. C'est sûr, vous avez mené votre combat et vous avez réussi à mener votre projet et à fonder un collectif pour défendre les droits des personnes handicapées visuelles et surtout dans votre travail. Donc, vous êtes devenu définitivement comme défenseur des droits et libertés pour rompre avec le silence dont plusieurs enseignants, parce que vous êtes enseignante de métier, ont peur de dénoncer par crainte de subir les conséquences. Pensez-vous, et moi je suis un petit peu étonné de cela à nos jours ou de nos jours, cette crainte existe encore dans une société pleine de liberté comme le Québec? Mais oui, parce qu'on parle souvent des dictatures à l'extérieur du pays, comme l'Iran, l'Afghanistan, qui fonctionnent sous le régime taliban. D'accord, oui. Le propre des intellectuels puis des penseurs, c'est qu'ils sont incapables finalement de voir en quoi, entre autres, le procès de Nuremberg qui touchait la période nazie était un problème au sens des privations fondamentales des droits humains. Et quand c'est le temps de se regarder à courte vue, hein, pour parler comme une handicapée visuelle, une personne qui a une déficience, quand c'est trop près de nous, quand c'est dans notre ville, notre travail, notre mission, notre pays, notre époque, hein, je pense que là, il va falloir tirer des conclusions, ne serait-ce que par rapport à l'état d'exception dans lequel on sort depuis les 2 dernières années. Il y a quand même des gros enjeux avec les médias, avec le narratif qu'on veut accepter. Et les droits humains ont clairement reculé pendant la pandémie, pas juste au niveau des personnes handicapées, au niveau de la société en général. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, le collectif Éducation et droits humains, ce n'est pas spécifiquement pour les handicapés visuels. Je représente 100 000 enseignants du Québec. Donc, c'est quand même fascinant qu'une personne ayant un handicap représente des non-handicapés. Je représente toutes les personnes qui ont vécu de la maltraitance, qui continuent à en vivre sur le plan institutionnel et systémique. Puis, ça touche des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut toucher des personnes quelconques qui n'ont pas nécessairement de handicap visuel. Puis, oui, effectivement, il y a un travail à faire pour rétablir les droits humains, mais je pourrais répondre dans d'autres questions. Là, pour le moment, Non, je vous comprends très bien ce que vous venez de dire.
Mais moi, aujourd'hui, ce que nous vivons après cette pandémie ou durant la pandémie, moi, je ne prendrai pas ça comme exemple réel qui relève d'une situation sociale d'un pays à l'autre. D'ailleurs, on ne peut pas comparer la liberté individuelle d'une personne ou les droits humains d'une personne qui sont respectés à 100% suivant la Charte universelle des droits de l'homme des Nations unies et dans d'autres pays dont la liberté est presque bafouée. Vous me comprenez? Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y, je vous Parce écoute. que moi, pendant la pandémie, pendant mon procès au tribunal, la partie adverse a fait sortir mon dossier d'assurance maladie complet dans une perspective d'identité numérique pour un accident de travail qui s'est passé il y a 2 ans. On est allé chercher mon dossier personnel à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Depuis 1981, j'avais 7 ans. Il y a plusieurs abus au niveau de la vie privée des personnes handicapées et de la population en particulier. Il faut vraiment être au niveau des très hautes sphères de la liberté, de la défense des droits et libertés pour voir qu'il y a des atteintes permanentes à notre démocratie. Il y a vraiment des reculs qui sont très importants et c'est beaucoup plus facile de regarder un miroir déformant qui est à l'autre bout du monde. Mais ce qui se passe ici en ce moment, c'est à la tire des... Je pense que ça mérite une attention, sauf qu'on n'en entend jamais parler. Et moi, mon rôle, c'est de rétablir la parole et de dire, attention, au Québec, je ne me comparerai pas en Iran, ça je comprends, mais je peux vous assurer qu'il y a des procédures délétères, il y a des choses qui se passent au Québec qui sont de l'ordre de la transgression de la Charte des droits et libertés. Et quand on fait affaire à la Commission des droits de la personne, ces gens-là nous disent qu'on est des personnes syndiquées et c'est à notre syndicat de s'adresser. Mais force est de croire que pendant la pandémie, les syndicats ont abdiqué leur rôle de protection des travailleurs et c'est pour ça que le collectif est venu au monde, c'est qu'on a défendu des travailleurs qui étaient plus protégés par leurs syndicats. Donc, c'est une situation, moi j'ai fait le tour là, au Québec et il y a vraiment, je peux vous garantir qu'il y a eu un recul fondamental des droits humains au Québec. Écoutez, je vous comprends très bien, c'est sûr. Nous n'irons pas dans un dialogue parce que cette chaîne, elle est ouverte pour laisser les gens et les personnes handicapées s'exprimer, de vivre. Oui, tout à fait. C'est notre objectif. Et je comprends très bien ce que vous dites. Et même, nous sommes tous sensibilisés pour parler aux voisins de se diriger vers son voisin handicapé et d'agir différemment. Nous sommes au courant de cette catégorie et de ce pourcentage. Il y a un certain pourcentage. Je suis conscient de cette situation et nous parlons actuellement de vive voix avec les autorités pour agir collectivement et pour respecter le droit des personnes vivant avec un handicap comme les droits d'une personne valide. Je suis entièrement d'accord là-dessus, là. Mais comme je dis, la comparaison. C'est la raison, maintenant, je veux retourner un petit peu dans un autre sujet avec M. Borde et un sujet aussi rafraîchissant. Avec son expérience, j'aimerais bien qu'il nous parle un petit peu de cette expérience avec ici Tout TV Extra qui relève de 6 degrés. J'ai eu des brides de cette expérience télévisuelle, mais voulez-vous nous parler un petit peu, M. Borde? Oui, donc dans le cadre plutôt, mais vraiment dans donc une perspective, je dirais, donc de sensibilisation. On a Simon Boulris là qui a fait donc une émission, qui a produit une émission qui s'appelle 6 degrés. Donc là, on mettait Ma fille joue dedans. Ma fille est comédienne. Ah oui? OK, mon Dieu, c'est bien. Ma fille a gagné un prix au Gala des prix Gémeaux à cause de cette... oui, c'est bien. Ben, nous deux, justement, j'ai joué dedans aussi, donc. Oui, OK. Allez-y, M. Borde. Donc c'est ça. Donc, j'ai joué donc, dans cette série-là. Et dans le fond, j'occupais donc un rôle donc secondaire quand même, donc qui me permettait donc de voir vraiment le milieu télévisuel qui est d'ailleurs c'est très, très accessible, dans le sens que on nous donne les documents en format accessible, du moins pour la plupart. Et après ça, on peut vraiment se pratiquer, préparer tout ça. Mais vraiment, cette expérience, dans le fond, était vraiment, je dirais, enrichissante parce que ça m'a permis, pardon, donc d'explorer un autre aspect, donc d'une façon donc d'occuper un emploi. C'était pas nécessairement obligé d'être
en train de travailler pour un bureau en particulier, mais c'était vraiment l'aspect télévisuel, donc de donner l'accès, cette espèce d'ouverture aux personnes donc avec un handicap. Donc, cette opportunité-là, que ce soit juste pour sensibiliser, mais pas nécessairement obligé donc de traiter de personnes handicapées en général. Donc, c'était dans un contexte qui mettait en scène donc, des personnes en situation de handicap, mais c'est pas, c'est d'un point de vue global. Là. Donc, généralement, donc, dans l'émission, c'était pour sensibiliser, mais c'était pas nécessairement dans un, comment on peut dire ça? C'était pas dans un but de uniquement mettre en avant les capacités d'une personne en situation de handicap ou l'incapacité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas c'est ces deux facettes-là qu'on veut éviter de toujours mettre de l'avant. Le but, c'est de montrer que dans la vie, en général, on peut aussi faire, mais aussi aborder d'autres choses que notre handicap. Donc, c'était vraiment ça, mon but là-dedans, donc de sensibiliser euh, pas cet handicap, mais plutôt de sensibiliser les gens en fond, dans notre capacité, donc en général, Oui, sans devoir nécessairement aborder le sujet en tant que tel. mais je comprends. Maintenant, on a parlé un petit peu de cette particularité qui vous revient et dont nous sommes tous fiers de ça. Maintenant, vous avez aussi d'autres particularités d'être comédien et d'être entrepreneur. Et oui. Écoutez, vous avez jumelé tout ce bagage dans une seule personne non-voyante, mais qui est impressionnante aussi, je ne vous le cache pas. J'ai entendu parler un petit peu, j'ai visité un petit peu les sites web, mais même vous préparez actuellement aux ondes, je pense, une nouvelle plateforme que vous êtes en train de préparer. Mais parlez-nous un petit peu de votre rôle comme entrepreneur et comme comédien aussi, là. Bien sûr. Donc oui, comme entrepreneur, j'ai toujours, comme depuis un jeune enfant, j'ai toujours rêvé donc, dans le fond de lancer des entreprises, de me lancer en affaires, de voir comment ça fonctionne. Donc j'ai toujours suivi les entreprises, les grandes entreprises comme on connaît aujourd'hui, ou même les petites aussi, voir comment ils ont évolué, comment nos entreprises canadiennes ou québécoises se sont créées et qu'ils évoluent vraiment aujourd'hui. Donc moi, j'ai toujours voulu me lancer là-dedans, ce que je faisais depuis je dirais, l'âge de 15-16 ans, j'avais déjà créé des sites Internet, j'en créais tout plein. Là, c'était vraiment très, je dirais, général. C'est pour de l'information peut-être, ou c'était des portails d'information, des forums, ou sinon des sites de nouvelles, mais c'était vraiment plus au niveau de la communauté qu'autre chose. Et aujourd'hui, ou plutôt, je dirais, en 2019, moi, j'avais remarqué un besoin, parce que j'étais déjà sur le marché du travail, où je venais tout juste de commencer, j'avais remarqué un besoin donc, au niveau de l'employabilité. Donc, c'est vraiment là que j'ai souhaité lancer donc deux choses. Premièrement, une plateforme donc d'intégration au marché du travail, donc d'accompagnement à l'intégration au marché du travail, où est-ce que les gens pourront se connecter à des professionnels qui vont pouvoir donc les aider à trouver l'emploi de leur rêve. Donc, ça, c'est pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est toute catégorie confondue. Là. Il n'y a pas de groupe spécifique. Donc, c'est ce premier but-là qui était un très grand projet qui prend du temps, mais on travaille encore là-dessus depuis 2019, qui va donc permettre, dans le fond, aux gens donc, de trouver un professionnel et qui aura aussi accès aux outils pour donc trouver son emploi, par exemple, pour faire un CV, pour pratiquer les entrevues, etc., etc. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Ça prend beaucoup de temps, mais je suis très confiant. On voit vraiment une progression. D'ailleurs, le nom a été renommé. Avant, ça s'appelait le projet Parlons des yeux, mais là, c'est rendu Open Workforce. On est en train de travailler aussi sur l'image de marque et tout pour que ce soit uniforme, bilingue et que ça fonctionne dans le fond donc pour tout le monde et peu importe le marché d'emploi qu'ils vont donc tenter donc d'accéder. Ça dépend encore là, donc on travaille vraiment là-dessus sur chaque aspect de la plateforme. Maintenant, le deuxième aspect, oui. Oui. Oui, donc le deuxième aspect de ça, c'est aussi donc mon côté entrepreneurial. Donc, je dirais que je suis toujours occupé, toujours en train de faire quelque chose, mais le deuxième aspect, c'est vraiment le côté donc entrepreneurial que j'ai décidé de lancer. Donc, j'avais déjà lancé Osmose, donc c'est celui que vous faisiez référence tout à l'heure, où on va vraiment donc offrir des services donc au niveau de notre expertise, bien sûr. Là, on parle donc de développement web, etc., etc. Donc de la création de sites web et tout.
mais aussi, on veut favoriser, dans le fond, l'embauche donc, de personnes qui sont donc en situation de handicap. Par exemple, présentement, dès qu'on a des contrats et qu'on a vraiment donc, dans notre banque donc, de personnes qui sont en situation de handicap, qui ont donc cette compétence-là, ils peuvent donc accepter ou refuser le contrat et après donc aller exécuter donc, le travail qui est demandé dans le fond par le client. Récemment, on a fait par exemple un café Internet, on a installé un café Internet accessible aux personnes en situation de handicap et aussi dans le fond au grand public. Donc, c'est le genre de mandat donc, que Osmose fait. C'est très large. Le site web en dit vraiment plus. C'est vraiment un réseau dans le fond donc, de gens qui sont ensemble. C'est pas juste moi qui travaille là-dessus. Donc, ça, c'est le deuxième aspect au niveau entrepreneurial. Bien, écoutez, c'est très impressionnant d'entendre ce que vous faites dans votre vie. Maintenant, vous savez, moi, je vous vois avec mes yeux et je suis persuadé que vous me regardez avec vos cœurs. Et c'est ça la différence entre la personne handicapée et la personne valide. Elle est aussi importante, regarder avec le cœur qu'avec les yeux. Parce que c'est doublement important et doublement sensible. Je retourne maintenant sur une question très sensible avec Mme Landry. Et je vais vous parler, Mme Landry, d'un sujet qui regarde toujours, on est toujours dans la défense de droit. Oui. Je sais, ça prend du caractère, mais avec une fermeté contrôlée. Maintenant, vous aviez vécu une histoire qui m'a touché personnellement. Quand vous étiez petite à l'école, petit enfant, et vous avez rencontré un jeune enfant qui avait de l'eczéma sévère. Oui. Et la compassion, d'après vous, commence par une sensibilité aux blessures des autres. Oui. Moi, j'ai vécu cette expérience quand j'étais à l'université. Pour une personne qui était un petit peu à l'écart d'un groupe d'amis, j'ai tout fait pour l'intégrer. Je ne veux pas donner maintenant plus d'autres, c'est à vous de nous parler de votre sujet. Ça m'a touché énormément. Je voudrais vous entendre parler de ces expériences vécues dans votre vie. Oui, j'ai participé à l'Éco-Durham, le regroupement des aveugles et des amblyopes de Montréal. Puis ce qui est fascinant, c'est que le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs. Hein, je pense que c'est à travers le monde. Puis l'article va sortir dans l'Éco-Durham exactement le 1er mai. C'est une journée où il y a beaucoup de manifestations à Montréal, des syndicats, des travailleurs et tout ça. Puis ce que j'expliquais là-dedans, c'est que pour avoir la fibre militante pour défendre les droits, il faut à quelque part avoir une disposition de caractère pour avoir cette sensibilité-là face à l'autre, d'avoir la conscience de soi, la conscience de l'autre. Puis souvent, on parle beaucoup d'empathie. Que moi, je dois dire que je suis professeure d'éthique et culture religieuse, donc j'ai travaillé en développement de la personne pendant plusieurs années. Puis l'empathie est très à la mode, la bienveillance, je comprends que c'est des mots-clés, mais ce que j'expliquais à la journaliste Durham, c'est que pour moi, la compassion, ça va plus loin. La compassion, c'est être avec le cœur, comme vous disiez. Donc, pour moi, c'est rien attendre en retour. Tandis que dans quelque chose d'empathique, pour moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant comme terme. Puis je me dis, dans la compassion, c'est d'aider complètement sans rien attendre. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années. Je n'ai jamais calculé mes heures. J'ai aidé probablement une 50aine ou une centaine de personnes directement, indirectement par les discours que je faisais sur scène quand il y avait des manifestations et tout ça. Donc, ce que je peux expliquer par rapport à ça, c'est que l'enfant qui était petit, qui avait l'eczéma, tous les gens étaient dédaignés de lui toucher la main dans les cours d'éducation physique. Quand il y avait des nouveaux élèves qui arrivaient, qui n'avaient pas d'amis, je ressentais leur souffrance. Donc, ce que le public peut entendre aujourd'hui de ma part, c'est ma très grande intensité, émotionnelle de caractère, mais qui vient avec une hypersensibilité de naissance. Donc, cette disposition-là à ressentir les choses de façon très, très, très intense fait qu'il y a un déploiement
pour aider le plus faible, le plus petit, le plus démuni. Et ça se fait, en tout cas pour ma part, c'est un geste qui est quasiment inconditionnel au niveau de la défense des droits. Je ne calcule pas ni mon temps, ni ce que ça va me rapporter en retour. Bien sûr, comme toute action bénévole et sincère et compassionnelle, il faut quand même d'abord prendre soin de soi. Et c'est ce que j'explique dans l'article, c'est d'abord prendre soin de soi. Et après, si on est capable, on peut aller vers les autres. Mais c'est sûr que c'est comme dans l'avion, il faut d'abord mettre son masque, puis après, on peut mettre le masque aux enfants autour de soi pour rester vivant finalement. Donc, c'était ce que j'avais à dire par rapport à la défense des droits. Parce que vous aviez dit un mot très important, que vous n'attendiez rien de retour. Vous savez, j'ai toujours dit, faites le bien et jette-le dans l'océan, vous le retrouverez un jour dans le désert. Exactement. Et c'est très important dans des cas de handicap, on n'a pas besoin d'attendre à rien. On se donne pour le plaisir et pour l'honorabilité. Pour vous-même, vous deviendrez une personne qui se donne cœur et âme à ces personnes qui n'ont rien fait pour l'équilibre de l'humanité et de la société. Je suis très conscient et je sais, votre réponse est touchante à l'égard des personnes, une centaine de personnes, vous avez donné la main pour les aider, pour aller de l'avant, et c'est en votre honneur. Oui. Maintenant, je vis toujours comme si c'était le dernier jour de ma vie à quelque part parce que on peut partir subitement, puis je m'arrange toujours quand je vais me coucher pour que la dernière journée ait été une journée d'exception. Pas une journée d'exception que pour moi, mais une journée d'exception pour la vie, la société, l'environnement. Je pense que notre société vit en ce moment un ensauvagement. Il y a comme une épidémie de santé mentale suite à l'état d'exception qu'on a vécu pendant 2 ans. On sent une très grande fragilité des êtres, des gens dans la société. Puis, je pense qu'il y a un gros travail à faire actuellement. Il faut reprendre la relève, puis se lever, c'est vraiment se lever puis prendre soin les uns des autres. On est vraiment dans cette étape-là en ce moment, je pense. Vous avez touché aussi à un dernier point dans votre combat ou dans vos combats qui relève de l'obtention d'un crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Oui. Ça, je n'ai pas très bien compris. Voulez-vous nous expliquer ça en quelques... Ah mon Dieu, écoutez, c'est pas croyable aider autant les gens puis avoir soi-même autant de difficultés. C'est ce que je voulais, c'est l'humilité avec laquelle je vous arrive aujourd'hui. Là, je ne prétends pas tout faire convenablement dans mes propres dossiers. Je me suis battue pendant 1 an. D'abord, je vais parler du crédit d'impôt comme vous le mentionnez, mais je vais commencer avec le transport adapté. Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir le transport adapté, donc qui m'a été refusé alors qu'il m'avait déjà été autorisé en 2009. Donc, c'est comme un embrouillamini administratif, là, c'est à rien comprendre. Puis, donc, j'ai été comme confinée post-pandémie parce qu'avec les bancs de neige ici où j'habite, en région de Montréal, je ne pouvais plus sortir l'hiver avec les précipitations de neige. Donc, j'ai beaucoup souffert d'isolement, de ne pas pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux. Je ne pouvais pas aller, ne serait-ce qu'en réadaptation avec l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Je ne pouvais pas rien faire, ni même mon épicerie. Donc, ça m'a amené beaucoup de rage, beaucoup d'impuissance et de désespoir. Puis, j'ai aussi eu beaucoup de la difficulté à mon propre médecin ne voulait pas remplir mon formulaire de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, j'avais de la misère à comprendre toutes ces difficultés-là. Donc, ça fait partie du quotidien des personnes handicapées de régulariser leur situation légale, puis de pouvoir accéder à des professionnels de la santé qui veulent nous aider. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Donc, je retourne à M. Borde maintenant. Oui. Je voudrais savoir quelque chose. Vous parlez toujours « parlons des yeux » et vous avez un mouvement avec Salma Moudrika qui relève d'aller de l'avant
pour trouver une place honorable pour les personnes handicapées et je pense surtout pour les non-voyants parce que vous faites partie intégrante là-dedans. Voulez-vous nous parler quels sont vos projets futurs pour créer une nouvelle plateforme vivante et permanente pour les personnes handicapées et surtout pour les personnes non-voyantes? Oui, donc pour revenir sur ce point-là, donc comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, parlons des yeux, oui, c'est vraiment cette même plateforme, donc au niveau de l'employabilité, donc de réunir tous les gens qui souhaitent donc trouver donc un emploi sur une plateforme avec des services, dans le fond, où ils pourront bénéficier, dans le fond, de services donc d'intégration, plutôt d'accompagnement à l'intégration au marché du travail. Donc, c'est bien avec Salma donc, que je suis dans ce projet pour vraiment favoriser, dans le fond, l'intégration au marché du travail de notre communauté, mais aussi de l'ensemble, donc de la communauté des personnes handicapées. Donc, le but, c'est donc d'aller chercher toutes les ressources disponibles, les personnes ressources, mais aussi les professionnels de l'intégration pour les mettre sur la plateforme. Donc, pour qu'ils puissent assister ces gens-là donc à trouver leur emploi, donc leur rêve. Le but ultime, donc oui, il y a des projets, donc c'est vraiment par étapes. On va vraiment commencer par donc la mise en relation donc des gens, donc avec les professionnels. En deuxième plan, on va aller vraiment avec les ressources et les modules, donc tout ce que je vous parlais donc de créer un CV, ce genre de choses-là. Puis ultimement, là, c'est de devenir vraiment un espèce de catalyseur donc, de l'intégration au marché du travail parce que c'est quelque chose qui existe en partie, mais il n'y a pas de recherche approfondie qui est faite uniquement sur ça parce qu'il y a certainement des données qui pourraient aider à améliorer vraiment la participation socio-professionnelle des membres des communautés, donc des personnes vivant avec un handicap. Il faut juste vraiment qu'il y ait des recherches qui se font, puis des résultats pour qu'on puisse vraiment agir sur ces données-là qu'on va avoir. Donc, le but ultime, c'est d'avoir une espèce d'incubateur donc, qui va avoir toutes les données qu'il faut pour développer cet écosystème-là au complet. Et je voudrais terminer avec vous, votre parti, M. Borde. Avez-vous un message à transmettre aujourd'hui à travers Téléhandicap, que ce soit aux autorités, au public, aux entrepreneurs, aux partenaires, vis-à-vis leur regard et leur engagement à l'égard des personnes handicapées? Donc, je dirais deux choses. Premièrement, à tout le monde, donc tous les groupes que vous avez nommés, n'hésitez pas à poser des questions, n'assumez pas les choses. C'est vraiment ce que je dirais à tout le monde. Puis, particulièrement aux employeurs, essayez au moins une fois avant de dire que c'est pas possible. Parce que j'ai fait donc plusieurs essais avant donc d'arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis donc de pouvoir donc occuper ce poste, ou plutôt ces multiples chapeaux que j'ai aujourd'hui. Donc, essayez au moins avant donc de dire que ça ne marchera pas. Je vous remercie infiniment et je veux retourner maintenant à Mme Landry pour lui laisser le mot de la fin et nous transmettre aussi son message personnel pour sensibiliser le public, les autorités et surtout toutes les personnes qui sont liées directement ou indirectement à l'handicap. Oui. Bien, d'abord, je voulais féliciter l'invité qui est avec moi. Pardon pour son prénom, je ne me rappelle plus de son nom. Michael, comme un ange. Michel, oui. Michel Anthony. Exactement, Michel. OK. Puis, donc, c'est ça, je suis vraiment honorée d'avoir tellement une belle personne qui est invitée avec moi. Je voulais tellement vous remercier de m'avoir invitée pour cette émission également pour vous et votre équipe. Vraiment, c'est très stimulant. Il y a beaucoup d'espoir. Moi, je me suis battue toute ma vie. J'ai atteint mes objectifs. Je suis devenue diplômée en études supérieures avec mon handicap. Puis, il nous arrive jamais rien pour rien, même si j'ai eu la vie un peu dure. On a toujours des épreuves à la hauteur de ce qu'on est capable de vivre dans notre mission. Donc, je voulais juste laisser un message positif. Moi, j'ai 50 ans, je suis un petit peu plus âgée que mon vis-à-vis. Moi, je m'en vais plus vers la retraite. Mais effectivement, je réitère que défoncer des portes sans trop faire de tort, là, mais prenez des risques. La vie, c'est un risque et le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est bien d'aller vers des initiatives comme celle qui est créée en ce moment. J'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Beaucoup, beaucoup.
À vous deux, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Oui, pour cet engagement et surtout pour cette sérénité que vous dégagez, malgré aussi votre fermeté dans vos engagements et dont j'y tiens et je respecte énormément. Cela nous donne fin à cette émission et je vous dis tout simplement, ce n'est que nos revoirs pour de meilleurs lendemains. Merci.